Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, le surnom que vous a trouvé Serge Gainsbourg, l'homme de votre vie, vous correspond parfaitement. Il vient d'un arbre aussi résistant que le béton et l'acier, il plie mais ne rompt pas, la preuve, ce livre très émouvant où vous racontez un destin dont votre présence ici relève presque du miracle. Bonjour Bambou. Bonjour. Alors vous publiez Pas à pas dans la nuit chez XO Éditions. Oui. Et on vous découvre aujourd'hui parce qu'on ne vous connaissait pas finalement. Non, on savait très peu de choses sur moi, toujours les mêmes choses des journalistes, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, quand on va sur Wikipédia, il y a n'importe quoi écrit sur vous. Oui, oui. Donc on va rectifier. J'ai voulu rectifier le tir. Voilà. Alors justement, on va le rectifier à travers des dates clés, qui sont celles que j'ai trouvées dans le livre, qui permettent de nous raconter et de vous raconter. Alors la première date ne vous correspond pas exactement, je vous rassure, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 31 mars 1862, parce que c'est ce jour-là que sort Les Misérables. Et c'est un livre qui vous a marqué. Absolument. Parce que c'était... à l'assistance publique, dans cette famille d'accueil, c'était vraiment Cosette. Hein. Oui. Et il n'y avait pas de Jean Valjean qui était là. Oui, et vous avez compris ça en découvrant un exemplaire des Misérables, je crois. Oui. À la bibliothèque de l'école, j'ai découvert ce livre. Et je me suis dit, mais c'est moi, là. Oui, alors il faut savoir que, je ne sais pas si vous le savez, Victor Hugo a écrit ce roman en 2 fois, à 17 ans d'intervalle. Une première version qui s'appelait Les Misères, qui correspondait pas du tout à la seconde version, qu'il a écrit après l'exil et en changeant absolument tout, sans imaginer qu'il faisait un chef-d'œuvre. Voilà. Oui. Alors vous, ça ne se passe pas à Paris, mais dans un village qui est entre Nevers et Château-Chinon. Oui, c'est ça. C'est Landry. Oui. C'était un petit village où il y avait une boulangerie, une épicerie et un bar, c'est tout, quoi. Et une droguerie-mercerie, puisque vos Thénardier... oui, tenaient une droguerie et vendaient leur article. Voilà. Il y avait aussi des matelas qu'ils vendaient. Oui, le Thénardier faisait des matelas. Oui. Donc tout ça faisait en vrac justement quelque chose, et vous êtes arrivés là, soyons clairs, ils avaient 2 enfants et vous vous êtes retrouvés en famille d'accueil parce qu'ils avaient besoin d'argent. Absolument, ils prenaient les enfants parce qu'ils étaient payés, quoi. C'est fou, hein. Et ça vous ne le saviez pas, bien sûr. Au départ, vous avez mis des années à le comprendre. J'ai mis des années à comprendre qu'est-ce qui se passait, quoi. Je savais que c'était pas mes parents. Je comprenais pas pourquoi ils étaient tous contre moi. Il y a des tas de choses que je comprenais pas, quoi. Mais quand on lit ce livre, on est quand même très surpris parce que vous n'aviez rien. Un jour, on vous donne une poupée et vous n'allez pas la garder. Ben non, ils me l'ont prise et ils l'ont donnée à leur fille. Elle venait d'où, cette poupée ? Elle venait de ma tante, la sœur de mon père, Cathy. dont vous parlez beaucoup dans ce livre. Et donc, elle vous l'avait envoyé et vous ne l'avez jamais... Elle l'avait envoyé à l'assistance publique qui nous l'avait fait parvenir, mais j'ai pas pu le garder longtemps, quoi. On imagine la tristesse d'une enfant qui perd sa poupée ? Oui. Que vous étiez épouvantée ? Oui, mais j'étais surtout épouvantée par ces gens, quoi. En plus, vous receviez des vêtements de l'assistance publique et vous ne les portiez pas. Oui, mais rien qu'avec les vêtements, on savait qu'on était de l'assistance publique, c'est parce qu'on avait tous les mêmes vêtements. Donc moi, j'ai appris à coudre très vite pour essayer d'arranger un peu ces vêtements, quoi, qui étaient ignobles. C'était quoi comme vêtements ? C'était des blouses grises. Ils mettaient des porte-jartelles dans les colis. On avait un colis par an. C'était n'importe quoi. Oui, et en général, ce qui était à peu près correct dans ce colis... Ils le prenaient pour leur fille. Ouais. Voilà. Et vous vous retrouviez avec tout ce qui était le plus laid. Oui. Alors, la phrase que vous entendez le plus souvent dans vos jeunes années, Bambou, je crois, c'est « au lit sans manger ». Ah, ça, c'était la punition radicale. C'était... ils nous affamaient et c'était pour eux... de toute façon, on n'avait jamais le droit, j'avais pas le droit de me servir 2 fois. Je mangeais ce qu'ils mettaient dans mon assiette, quoi. Les restes. Oui. Et j'avais tout le temps faim, au point que j'ai même plusieurs fois mangé la nourriture du chien.
Oui. qui s'appelait Capi. Oui. Et ça, le chien, ça a été finalement votre plus beau compagnon. Ben oui, il avait le même âge que moi. Et lui au moins, il était gentil avec moi. Qu'est-ce que c'était comme chien? C'est un bâtard, comme moi. Voilà. Et je crois que son nom venait de Sans famille, le roman. Oui, Sans famille, avec Rémi et tout ça. Le roman d'Hector Malot, oui. Qui est tellement célèbre, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une famille aux Pays-Bas, parce que Hector Malot est très connu aux Pays-Bas, qui a refait complètement en 10 ans le voyage de Rémi à vélo. C'est fou. C'est fou, en allant jusqu'en Suisse, où se termine le roman. Ah oui. Et c'était toutes les vacances, la famille qui partait à vélo. Ouais, c'était bien ce roman, moi je l'avais adoré. Et le chien Capi... je ne sais pas s'ils l'ont appelé comme ça à cause du roman, j'en sais rien, mais il s'appelait Capi. Oui, je ne suis pas sûr qu'il connaissait le roman. Je ne suis pas sûre non plus. Alors, il y avait aussi le martinet. Oui, c'était un cadeau, le seul cadeau que j'ai eu en 13 ans. Un martinet qu'il avait fait lui-même avec un bout de bois et des lanières de cuir. Et il avait fait un pour moi et un pour le chien. C'est pratique ça comme cadeau aussi. Oui. Et vous avez eu droit à des coups de martinet régulièrement? Oui, bien sûr. Mais comment on s'en remet de ça? On n'a pas le choix, on est obligé d'avancer, quoi. Oui, mais il faut un certain courage. Les enfants sont plutôt assez dociles. Quand on a tout le monde contre soi, on ne comprend pas, mais moi, je sais que j'ai pensé à la mort très jeune, à 5 ans, quoi. J'entendais la Micheline qui passait et je pensais avant de m'endormir que j'allais me mettre sur les rails, sous le train, quoi. La Micheline, c'était un train qui passait à l'époque. Oui. Je ne sais pas si vous savez que l'origine de la Micheline, c'est André Michelin, le constructeur de pneus. Il a été le premier à mettre des pneus spéciaux sur les trains pour que le confort soit plus fort et pour qu'il y ait moins de danger sur les rails. Et ça s'est appelé la Micheline à cause de Michelin. Ah, c'est marrant, je ne savais pas. Alors, il se trouve aussi qu'il y a les corvées à la maison. Et là, c'est Cendrillon, ce qui vous arrive. Oui, je me faisais lever à 4 heures du matin pour que je fasse le ménage avant d'aller à l'école. C'est fou, rentrer le bois, etc. Vous n'avez jamais pu les appeler papa-maman? Ah ben non, jamais. Je savais que c'était pas mes parents. Et votre mère est venue un jour? Oui, elle a débarqué un jour, j'avais 8 ans. C'était la première fois. Et j'ai vu une belle femme sortir d'une décapotable et avec son chinois. Et ils ont dit, la putain arrive. Et la putain, c'était ma mère, quoi. Donc, moi, je ne savais pas trop la signification du mot à l'époque. Mais je l'ai su le lendemain. Et donc, c'était ma mère. Et vous avez compris ce jour-là combien elle vous méprisait, Bambou? Oui, oui. En fait, sur ses 6 enfants, et je suis la dernière, je suis la 6e, elle aimait que 2 de ses filles. Donc, comme on est 5 filles et un garçon, donc je faisais pas partie de ceux qu'elle aimait. C'est fou, hein. Alors, il y a aussi l'école, parce que l'institutrice ne vous aimait pas non plus. Non, elle était raciste, celle-là. Mais ils étaient racistes dans ce Morvan. Hein. C'est-à-dire que vous étiez la jaune. Oui, ils m'appelaient la jaune, quoi. Et moi, j'ai compris que quand j'ai vu ma mère, pourquoi on m'appelait la jaune? Parce que je comprenais pas. Et après, j'ai compris, je me suis dit, ah, les Chinoises, donc on est jaune, ok. Mais en plus, l'institutrice, le problème, c'est que vous travaillez très bien à l'école. Oui, oui. Heureusement, ça m'a sauvée. Et si vous travaillez très bien, c'est parce qu'une des filles des Thénardier vous a aidé. Oui, absolument. Et ça, je la remercierai jamais assez. On jouait à la maîtresse et elle était la maîtresse et elle en profitait pour me donner quelques claques. Et elle me disait, c'est comme ça à l'école. Mais quand je suis arrivée à l'école, je savais écrire et lire. Voilà. Alors, ce qui vous a sauvé, ensuite, on va en parler, mais ce qui est étonnant, c'est que l'immigration est quelque chose de très important, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas dans l'actualité, sauf qu'il y a un sketch de Fernand Reynaud qui évoque le sujet. J'aime pas les étrangers. Qui viennent manger le pain des Français. Voilà. C'est un sketch très célèbre des années 60. Et c'est vrai qu'à l'époque, les étrangers, ça venait manger le pain des Français, on n'en parlait pas. Ah oui.
Et ça, vous l'avez pas compris à l'époque, mais vous l'avez compris Non. ensuite. Oui. Alors, ce qui vous a sauvé, Bambou, je crois, c'est quand même les livres. Oui, la lecture, c'était très important. Et j'adorais lire. C'était ma façon de m'évader, quoi. Et toutes ces histoires. Et je me souviens, j'ai lu Le Clan des Sept, le Club des Cinq, Alice. Mais à 11 ans, je suis tombée sur un livre de Pearl Burke qui s'appelle Vent d'Est et Vent d'Ouest. Et là, j'ai compris mes origines. Et vous avez aussi compris vos origines quand, à 13 ans, pour la première fois, vous avez eu une visite médicale à l'assistance publique. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a rien eu avant. Oui, absolument. Vous êtes allé pour une visite médicale? Oui, je suis allée pour une visite médicale et c'est là où, pour la première fois, on m'a dit c'est ta sœur et elle partait. J'ai pas eu le temps de la voir que de dos. Et de toute façon, on m'aurait pas laissé aller la voir, quoi. Mais ce qui s'est passé, je le pense aujourd'hui, ce serait pas possible. Il y aurait des réactions, il y aurait des mouvements. Bambou. Détrompez-vous. Il y a eu une émission en 2021 ça s'appelle Les Petits Paris, ces enfants de l'assistance publique placés dans le Morvan. Eh ben, ils ont fait tout un reportage et c'est en 2021. Hein, et les gens qui ont parlé ont dit exactement ce que je dis dans le livre, voire plus, pire, parce qu'ils parlent d'abus sexuels et en 2021, ça n'avait pas bougé. C'est fou. Et personne à qui parler. Écoutez, tout ça est fou. Heureusement que votre livre existe. Et on va en continuer à en parler à travers une autre date importante dans votre vie pour d'autres raisons, le 11 décembre 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Bambou. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bambou pour ce livre Pas à pas dans la nuit chez XO Éditions. Un livre où vous racontez votre parcours pour la première fois, mais un parcours étonnant. On a évoqué vos débuts miséreux dans le Morvan chez des Thénardier. Et j'ai trouvé une date, le 11 décembre 1982. Il y a un film qui reçoit le prix Jean Vigo, l'un des prix les plus importants du cinéma. Et ce film, c'est L'Enfant secret de Philippe Garrel, où vous êtes au générique. Oui, je jouais le rôle d'une infirmière. Comment vous êtes arrivé dans ce film? Parce que à l'époque, j'étais avec un peintre et c'était un ami du peintre. Et donc, il faisait l'enfant secret. Il avait besoin d'une infirmière. Donc, j'ai fait ça, comme ça. Voilà. Vous appelez à l'époque encore Caroline, vous n'étiez pas Bambou. Oui, oui. Caroline Paulus, qui est votre vrai nom. Oui, absolument. Alors, il se trouve que ce film de Philippe Garrel était un film avant-gardiste, fait après mai 68, qui était tourné, ça commençait, je crois, par 4 minutes de silence, avec Vive l'anarchie. Et ce film a mis 3 ans à sortir, je ne sais pas si vous le savez, parce que personne ne voulait le distribuer. Oui, je savais. Alors, finalement, le point de départ de votre vie, c'est quand un jour, vous décidez de quitter ces Thénardier, Bambou. Oui, mais j'ai pas eu trop le choix. C'est ma mère nous a repris, quoi. Et tout ça pour avoir un plus grand appartement. Oui. Avec, ça justifiait qu'elle pouvait avoir un 5 pièces, quoi. Oui, car il y a eu 2 étapes. Vous êtes allé chez votre mère dans un tout petit appartement avant de la rejoindre à Paris. Oui. Et donc, dans cet grand appartement, elle pouvait tous nous mettre, mais elle a pris les 2 qu'elle aimait. Et moi, et je voyais la différence, quoi. Elle m'aimait pas, elle me l'a dit. Donc, j'avais aucune illusion à me faire. Vous aviez une chambre, mais pas de lit. Oui, je dormais par terre. Et comment on fait? Ben, on fait avec. Alors, c'est quand même le lit, pas de lit, mais enfin dormir, c'était les seuls moments de silence, parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans la maison, notamment la nuit, quand votre mère jouait au mahjong. Au mahjong, ce jeu chinois de domino chinois, oui. Et il faisait claquer les dominos, et on entendait tous les Chinois qui parlaient, quoi.
Et ça hurlait parce que c'était un jeu d'argent, je crois. Oui, il pouvait gagner beaucoup d'argent ou en perdre beaucoup. Voilà. En fait, c'est un jeu à mi-chemin entre le rami et une forme de poker. Et ça s'appelle le mahjong, ce qui en français veut dire moineau du lin, une allusion au bruit que font les tuiles quand elles se touchent. Ça, je ne savais pas. Et vous jouiez au mahjong vous-même ou pas du tout? Ma mère voulait m'apprendre pour que je joue au mahjong avec elle, mais comme elle était déjà, elle avait des séquelles après la guerre, moi j'ai pas voulu apprendre parce que je me disais si on perd, elle va prendre le couteau pour me tuer. Une fois de plus, j'y tiens pas spécialement, quoi. Oui, je vous comprends. Vous aviez déjà échappé au suicide, c'est pas la peine d'affronter des coups de couteau. Oui. Mais surtout, votre mère avait des crises et son compagnon la maîtrisait. Oui. Et d'ailleurs, ils adoraient Bruce Lee. Et donc, il se la faisait à la Bruce Lee. C'est terrible, ça. Oui, c'était terrible. Et en plus, elle ne parlait pas vraiment Très mal français. français. Elle nous disait d'aller faire des courses, mais on comprenait pas ce qu'elle disait. Donc, on achetait n'importe quoi, on revenait, et elle hurlait, et on retournait, et on rapportait à nouveau, mais c'était toujours pas ça, quoi, on comprenait pas. Et comment ça se terminait? Ben, ma sœur aînée avait parlé le vietnamien et le chinois parce qu'elle est restée 8 ans avec mes parents. Donc, elle arrivait un peu à comprendre. Alors, ça se passait dans le quartier chinois, je crois. C'est-à-dire quartier chinois qui est né à Paris avec les premières vagues d'immigration des Chinois qui ne voulaient plus être en Asie du Sud-Est. Oui. Mais il y a eu des camps où je suis née, là, à Villeneuve-sur-Lot. Et quand je suis arrivée à Paris, Chinatown n'existait pas. Hein. C'était vraiment... Ça s'est construit petit peu à petit peu, quoi. Enfin, c'est assez vite même. Mais il y avait des restaurants chinois et je crois que votre mère était serveuse dans un restaurant chinois à Bambou. Oui, à l'Opéra. C'était vers l'Opéra et elle servait dans un restaurant, oui. Alors, ce qui vous a sauvé aussi à l'époque, c'est la musique et notamment cette chanson. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'onde claire jusqu'à Les vieux amants, la chanson des vieux amants de Brel. Oui. Ça vous a marqué? Oui. Celle-là et les vieux. Oui. Oui. Et pourquoi? Ben, on avait trouvé des petits boulots parce que ce que rapportait ma mère en tant que salaire suffisait pas à payer le loyer, et le gaz, et l'électricité. Et donc, on faisait des petits boulots. Et il y en avait un, c'était on distribuait des prospectus aux voitures quand elles étaient au feu rouge. C'était interdit. Quand les flics nous prenaient, on allait au poste. Et on ne devait pas dire pour qui on travaillait. Et donc, il pleuvait, il faisait froid. Et on faisait ça avec une de mes sœurs, ma sœur Claire. Et on était déprimés et on écoutait Les Vieux de Jacques Brel et cette chanson. Oui. Vous savez que derrière cette chanson, il y a un secret de famille. Ah bon? En fait, la mère de Jacques Brel a eu un amant et cet amant était un curé. À Bruxelles. Donc c'est pour ça qu'il a écrit Les Vieux Amants. Ce secret de famille a été révélé par le frère de Jacques Brel, Pierre Brel. Ah oui. Alors il y a aussi à l'époque le musée, le lycée Rodin, et là vous découvrez Camus, Céline et Artaud. Oui. Antonin Artaud vous a marqué. Ah oui. Artaud, ça m'a... J'ai cassé une vitrine avec un pavé pour pouvoir prendre le livre que je voulais d'Artaud. Artaud, ça a été le créateur du théâtre de la Cruauté. Et je ne sais pas si vous le savez, sa dernière conférence qu'il ait donnée, c'était au théâtre du Vieux-Colombier. Et en le voyant, il y a eu un déclic chez un spectateur qui a dit « Je veux faire de l'humour » et c'était Raymond DeVos. Ah oui. C'est comme ça, grâce à Artaud, que ça a débuté. Ah oui, c'est fou, je ne savais pas. Et puis il y a votre culture cinématographique et on pourrait la lier à une chanson célèbre. Bonbon caramel, esquimau, chocolat. Bonbon caramel, esquimau.
l'esquimau chocolat. Une chanson d'Annie Cordy des années 50, une samba. Et d'ailleurs, curieusement, Annie Cordy est belge et c'est le premier multiplex a été à Bruxelles et a mis un terme à ces ouvreuses qui criaient bonbons, caramel, esquimau, chocolat. Oui. Ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait à la boîte à films qui était avenue de la Grande Armée. Et c'était le même propriétaire qui avait le Champollion boulevard Saint-Michel, dans une petite rue. Et il passait un film différent à chaque horaire. Et j'ai pu faire Votre culture cinématographique. Ouais, absolument. Comment vous êtes arrivé là-dedans? Par un copain qui s'appelait Joseph, dont j'étais très amoureuse à l'école, au lycée Rodin. Il me disait bonjour, j'étais contente pour la semaine. Et lui, il était chef-op. Il passait les films. Donc, il m'a dit, tu veux pas faire ouvreuse? Et j'ai dit, oui, tous les petits boulots qui ramenaient de l'argent, j'étais partante, quoi. Oui, sauf que le cinéma et cette boîte à films, c'était le point de départ du drame de votre vie qui était la drogue. Oui, absolument. C'était là où les gens venaient s'approvisionner. Et tout de suite, ça vous a tenté? Non, moi, de mon côté, j'étais allée voir... j'ai pas attendu Joseph pour ça. Je suis allée toute seule voir deux babas cool qui avaient les cheveux longs. Et je savais qu'ils se droguaient, qu'ils se piquaient. Tout le monde le savait. Et après un suicide encore raté, je suis allée les voir et j'ai dit, voilà de l'argent, je veux que vous me piquiez. Et ils l'ont fait. Et je savais même pas leur nom et j'ai jamais su leur nom. C'était juste pour la drogue et oublier le monde dans lequel vous viviez. Ben, l'oublier, non, mais le rendre plus supportable, quoi. Et résultat, il y a eu une dépendance qui s'est installée. Oui, mais c'était complètement suicidaire. Je mettais des doses énormes, quoi. Je voulais pas rester sur cette terre, quoi. Je trouvais pas ma place. Et il y avait aussi les punks que vous fréquentiez. Oui, les punks, bien destroy. Oui, c'était nos futurs. C'est fou. Et tout ça avec une lucidité totale. Oui. Vous ne vouliez absolument... J'étais persuadée que je ne vivrais pas jusqu'à 20 ans, quoi. Que je mourrais d'une overdose avant. Et heureusement, vous en êtes sorti, et on va le raconter comment, à travers une autre date importante, le 13 mars 1979. A tout de suite sur Sud Radio avec Bambou. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Bambou, mon invité, pour ce livre Pas à pas dans la nuit, un livre étonnant et très émouvant chez XO Éditions, qu'on évoque à travers des dates clés. On a évoqué vos débuts difficiles, votre arrivée à Paris, pas plus facile, et puis la drogue dans laquelle vous êtes tombé avec, en vous disant que vous n'alliez pas vivre au-delà de 20 ans. Ce que je souhaite à personne, c'est de pas... Vraiment, ce que je souhaite le plus, c'est que personne ne tombe dans cette drogue. Voilà. Et justement, parce que c'est la mort. Mais oui, et il faut lire ce livre pour comprendre à quel point c'est difficile et comment vous en êtes sorti. Alors, j'ai trouvé une date qui est le 13 mars 1979. C'est la sortie de cette chanson. Il se trouve que quand Gainsbourg a extrait cette chanson, vous vous trouvez à 1 kilomètre exactement, Bambou. Et oui, sans le rencontrer. Sans savoir. J'étais à Kingston et il était à Kingston. Et c'était le premier voyage que c'était la première fois que je prenais l'avion. Et grâce aux photos que je faisais, j'ai pu payer des vacances à moi et à ma sœur. Parce qu'il se trouve que le tournant de votre vie aussi, c'est quand un photographe vous a repéré alors que vous étiez standardiste et vous a proposé de devenir mannequin. Oui, absolument. Mais bon, j'ai jamais trouvé de satisfaction de faire ça. J'ai toujours pensé que avec un bon maquillage, un bon coiffeur, une bonne lumière et un bon photographe, tout le monde pouvait être mannequin. Oui, mais vous avez quand même commencé et ça a marché à votre grande surprise. Oui. Mais ça rapportait beaucoup d'argent surtout. Mais c'était bien, non? Ça vous aidait? Mais oui, mais l'argent partait dans des mauvaises choses. Alors, ces voyages, justement, vous permettez justement de vous reposer un petit peu, parce que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez travaillé, je crois, pour le catalogue de la Redoute et le catalogue des Croix Suisses. Oui,
Mais tous les mannequins à l'époque voulaient faire les Trois Suisses et la Redoute parce qu'on était payé 5 000 francs la journée. Et ça pendant une semaine. C'est fou, hein? Oui. Alors, il se trouve que ça s'appelle les Trois Suisses pour une raison particulière. Le propriétaire fondateur s'appelait Monsieur Tout-le-Monde. Déjà, c'est étonnant. Et il y avait à côté de son siège un café avec 3 filles. Et c'était Monsieur Suisse qui donnait le café. Ah oui. Donc, c'était les 3 Suisses qui rencontraient. C'est comme ça que c'est né. Alors, j'en reviens à Gainsbourg. Cette chanson de Gainsbourg, vous l'avez entendue, bien sûr, aux armes, etc. Oui, bien sûr. Elle a fait scandale. Oui. Et je crois que Gainsbourg n'était pas mécontent de ce scandale. Non. Et pour la première fois, il pouvait vivre de ses albums qu'il faisait, parce que jusqu'à aux armes, etc., il ne vivait pas de ses albums. Oui, parce qu'en fait, quand il a fait Le Poinçonneur de Lilas, ça a été un succès d'estime. Oui. Montand et Signoret étaient ses seuls fans. Après, années 60, il écrit des chansons pour les autres. Oui. Et après, à part Je t'aime, moi non plus, oui. qui a fait scandale, il n'y a rien eu. Non. Si, entre-temps, il y a eu Melody Nelson et L'homme à la tête de chou qui, bien après, ont été reconnus pour ces 2 albums géniaux. Ouais, voilà. Alors, il se trouve aussi, je ne sais pas si vous le savez, Gainsbourg, la veille d'arriver à Kingston, il s'installe à l'hôtel. À l'hôtel, la veille de l'enregistrement, il met 12 feuilles de papier devant son lit, avec un mot à chaque fois, un titre. Il n'y avait pas une chanson écrite. Elles étaient écrites le lendemain matin. Oui, il trouvait les titres et il disait quand j'ai les titres, c'est les 3/4 du boulot de fait. Et il partait avec ses titres et il écrivait la nuit et il chantait la journée, quoi. Enfin, c'était 15 jours, il dormait pratiquement pas, quoi. Alors, il se trouve que Gainsbourg, vous avez aimé ses chansons avant de le connaître. Oui, j'écoutais beaucoup Melody Nelson et L'homme à la tête de chou et plein d'autres chansons sublimes comme Le velours des vierges qu'il avait écrit pour Jane. Enfin, il en a écrit tellement de belles chansons. Oui, et L'homme à la tête de chou, c'est né, je crois, d'une sculpture qu'il avait achetée. Oui, à La Lanne. À La Lanne, dans le 7e arrondissement. Il a regardé cette sculpture et il a imaginé ce conte et cet album conceptuel. Oui. C'est fou, hein? Oui. Il avait une imagination incroyable. Alors, votre rencontre, je crois, c'est l'Élysée-Matignon. À l'Élysée-Matignon, que tout le monde connaît très bien. Une discothèque parisienne, oui. Qu'on appelait l'Élysée M'as-tu vu parce que tous les gens connus y allaient. Oui, tous les gens du showbiz y allaient. Et moi, je fréquentais pas ces boîtes de nuit parce que ça me saoulait. Moi, j'allais au bain-douche et au Palace surtout. Et puis un jour, on vous dit, viens à l'Élysée-Matignon. Oui, c'est l'agence de mannequins qui m'a dit, écoute, il y a une soirée à l'Élysée-Matignon, fais un effort, tu vas jamais à ces soirées, ça peut te ramener du boulot, rencontrer des photographes avec qui t'as pas encore travaillé, fais un effort. Et j'ai dit oui, mais je resterai pas plus de 10 minutes, un quart d'heure. Ils m'ont dit, ben ça suffit, 10 minutes, un quart d'heure. Donc j'y suis allée. Et j'étais en train de danser sur la piste. Et il y a le patron de la boîte qui s'appelait Armel Isartel qui vient me voir et qui me dit « Monsieur Gainsbourg vient d'arriver, il ordonne que vous alliez à sa table. » Sa table était au centre, il y avait toujours un coin VIP. Oui. Et j'ai dit « Quoi, ce vieux con qui me donne des ordres, mais qu'il aille se faire foutre ?» Et moi, je suis retournée à ma table. Et 5 minutes après, je vois Serge arriver avec son seau de champagne et sa bouteille de champagne. Et il pose tout sur la table, sur ma table. Et il dit, le vieux con vient à ta table, espèce de boudin. Voilà. Ouais, et j'ai éclaté de rire. Et c'est parti comme ça. C'est la première fois vraiment que vous avez ri, je crois, dans votre vie. Oui. Et alors là, ça a commencé parce que vous vous êtes tout de suite compris. Oui, absolument. Il a laissé le showman et il a été tout de suite Gainsbourg qu'il était, quoi. Oui. Et on a parlé littérature et à mon grand étonnement, il n'avait pas lu Artaud et ni Bataille. Et donc... Et il était très étonné que j'avais pu lire Jésus Rastaquouère de Picabea parce que il pensait que j'étais jeune pour pouvoir
comment j'avais pu avoir accès à ce livre. Mais chez le peintre, le père du peintre avait des livres rares, dont Jésus Rastaquouère. C'est comme ça que je connaissais ce livre. Oui, il y avait des éditions reliées très rares, je crois. Oui. Alors, il se trouve que dès le premier soir, vous faites la tournée des Grands-Ducs, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y avait l'Élysée-Matignon, mais dans le quartier des Champs-Élysées, il y avait le Privé. Ensuite, on passait chez Régine. Oui. On terminait chez François Patrice, qui servait... Le cœur samba. François Patrice servait des spaghettis à 5h du matin avec des parties de pétanque, Oui. et le cœur samba à 7h du matin. Oui. Et donc, vous avez tout fait. Ah oui. C'est parti pour un quart d'heure, quand même. Ouais. Et il y avait aussi le Katmandou, la boîte de lesbiennes. Oui. Vous alliez régulièrement de temps en Oui. temps pour Et rire. le 7, moi je connaissais ces boîtes-là, le 7, le Colonie, rue Sainte-Anne, où j'allais avec la bande de punk. Et donc, depuis ce jour-là, vous n'avez plus quitté Gainsbourg. Ben non. Et Il c'est- était en pleine rupture et il n'était pas seul. Comme ça, j'étais là. Voilà, parce qu'effectivement, vous êtes devenu la personne en qui il avait confiance, et personne ne vous avait fait confiance jusque-là, Bambou. Oui, j'étais très étonnée qu'il me fasse confiance à ce point-là. Et c'était très touchant, quoi. Moi, je me souviens de cette époque, parce que Gainsbourg, je le croisais aussi dans mes activités de journaliste. Alors, il y avait deux Gainsbourg. Il y avait celui qui, au micro, parlait doucement, et une fois que le micro était débranché, il parlait normalement. Oui. C'était un numéro, pratiquement. Oui, mais c'était par timidité. C'était quelqu'un de très timide. Il n'aurait jamais fait une interview sans avoir bu 2-3 verres avant, tellement il était timide, quoi. Oui, mais il se saoulait aussi de rage parce qu'il avait laissé partir Jane Birkin. Oui. Et il a pensé qu'elle était partie parce qu'il buvait trop, etc. Et puis, quand un couple connu, il y en a un qui est en haut et l'autre qui est plus bas, c'est fragile, quoi. Oui, et c'est d'autant plus fragile qu'il arrivait à Cresbeuil, près de Deauville, où il avait une maison. Il y avait son chien, et la maison donnait sur le cimetière. Et il y avait Charlotte Eckett, d'ailleurs, qui trouvait que toutes les tombes n'avaient pas les mêmes fleurs, donc elles enlevaient les fleurs des tombes pour les mettre sur toutes les autres tombes. et lui avait un chien qui est mort, Nana, oui. qui est mort d'une cirrhose du foie avant lui. Oui, C'est oui. fou, hein. Oui. Et donc, le point commun que vous aviez, c'est qu'il songeait au suicide aussi. Il tirait l'élastique de la vie. Oui, il était très suicidaire tout en étant un très bon vivant. C'était très paradoxal, quoi. Il aimait la vie, il aimait la bonne chair, il aimait boire. Et en même temps, il aimait l'alcool pour les effets que ça faisait, quoi. Donc, il me disait toujours que on allait dans le mur et qu'il voulait pas voir ça, quoi. Voilà. Mais il vous appelait ma petite cocotte minute. Oui. C'est assez mignon, ça. Oui. Moi, il m'appelait mon petit gars, comme il appelait tout le monde mon petit gars, je crois. Oui. Alors, il y a aussi un moment très fort et très dur aussi, mais d'où est née une chanson qui est un grand succès. Forêt de écoute. Un des plus gros succès d'un chant fort, Bambou. Et Bambou, c'est vous. Oui. On était à Los Angeles quand il écrivait cette chanson et il cherchait les rimes et on disait des Africaines aux imbéciles au lieu de dire des Africaines abyssines. Et d'ailleurs, ça s'est pas toujours bien passé. Je crois qu'il a quitté l'hôtel pour s'installer ailleurs avec vous. Ils avaient loué une villa à Los Angeles et on était tous dans la villa et ça s'est mal fini entre eux parce que Chamfort était avec Lio à l'époque et il était marié en même temps et donc Lio a voulu se mêler de comment enregistrer les chansons et ils avaient dit que Bambou rentre pas dans le studio. Serge avait dit ok, Bambou rentre pas dans le studio, mais qu'est-ce que Lio vient à se mêler de l'enregistrement, quoi. Donc il est sorti du studio en me disant viens, on se casse et on va à l'hôtel. Et j'ai appris une chose dans votre livre aussi que je ne savais pas sur Gainsbourg. Chaque fois qu'il terminait une chanson, c'est le jugement de Chopin.
Oui, oui, oui. Et quand il devait faire un album, il se mettait la nuit du départ au piano et il jouait et il réécoutait pour savoir qu'est-ce qu'il allait garder ou pas. Et il avait la photo de Chopin et quand c'était à la rigueur, il gardait. Sinon, il jetait. C'est fou. Hein. Oui. Et il y a quand même une chanson que vous avez enregistrée, non sans mal. Cette chanson a été un cauchemar heureux. Oui. C'est-à-dire que il voulait que vous chantiez et vous ne vouliez pas. Mais toute mon enfance, on m'a dit que je chantais faux, donc on voulait pas que je chante. Donc quand je suis arrivée, la première chanson, c'était Lulu, enfant de l'amour. Et j'étais pétrifiée d'aller en studio. Et d'ailleurs, ça s'est mal passé. On a dû le sortir du studio parce que je faisais n'importe quoi. Et il commençait à me hurler dessus et c'était de pire en pire. Donc il est sorti du studio, j'ai répété toute seule, il est rentré et j'ai enregistré mes 2 titres. Voilà. Et ça s'est bien passé. Vous Oui. nous racontez dans ce livre qu'on va continuer à évoquer à travers sa date de sortie, le 7 novembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Bambou. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Bambou, pour ce livre Pas à pas dans la nuit chez XO Éditions, qui est sorti le 7 novembre 2024. Alors, on en a parlé depuis le début de l'émission, mais pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui? Mais ça faisait longtemps qu'on me demandait d'écrire un livre. Et ils voulaient tous une autobiographie sur Serge, quoi. Et moi, je voulais pas faire ça. Donc, et puis j'étais pas prête. Et c'est Étienne Dao, on parlait au téléphone et il m'a dit mais écris Bambou, écris. Et j'ai réfléchi pendant 2 mois et je me suis dit allez on y va. Et j'ai écrit comme je voulais faire le livre quoi. En racontant totalement votre parcours, Oui. y compris vos origines familiales, parce qu'en fait, vous avez retrouvé les origines familiales qui viennent de très loin du Vietnam. Ma mère est chinoise de Pékin, était chinoise de Pékin, donc elle venait d'une famille aristocrate chinoise. Et quand Mao est arrivé au pouvoir, il a massacré sa famille, ses sœurs et frères. Certains ont pu s'enfuir aux États-Unis, mais elle les a perdus de vue. Et elle a suivi Chiang Kai-shek. Et elle est devenue espionne à 14 ans de Chiang Kai-shek. Et ensuite, elle a rencontré votre père, qui était soldat. Oui, elle descendait du quart des prisonniers et mon père l'a vue, il est tombé fou amoureux d'elle. Mais elle l'aimait pas. C'était sa façon de pouvoir s'en sortir, quoi. De sortir de ce camp de prisonniers. Et il l'a demandé en mariage tout de suite. Et elle était jeune, elle avait 15 ans, quoi. Et ce que vous racontez dans ce livre, Bambou, c'est que justement, toutes les crises que vous avez subies, à l'origine, c'est peut-être ce mariage. Oui, absolument. C'est ce mariage... Il y a une photo dans le livre où on voit mes parents quand ma mère elle est en mariée et mon père et ils sont beaux tous les deux et on peut croire au conte de fées mais c'était pas vraiment ça quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui a grandi au Vietnam et qui est parti justement à la fin de la guerre, c'est Richard Cossiante, Oui. dont les parents étaient italiens. Il s'est retrouvé en Italie après avoir échappé lui aussi à ces massacres. Oui. Alors, il faut quand même du courage pour écrire tout ça, Bambou. Oui, mais c'est important les origines. Oui, mais revivre sa vie avec tout ce que vous avez vécu et le coucher sur le papier comme ça, il faut un sacré courage. Oui, je sais pas. C'est une envie que vous avez eue? Oui. Je voulais être le plus honnête possible et j'en avais marre de lire ce qu'on écrivait sur moi, c'était n'importe quoi. Et donc j'ai voulu rectifier le tir et dire ma vérité, quoi. Vous racontez même votre rencontre avec votre père. Oui, absolument. Je suis descendue pour voir qui était mon père et je m'en suis occupée jusqu'à la fin, quoi. Parce que j'ai retrouvé
un personnage complètement... il n'est jamais revenu du Vietnam. Et il sortait pas sans son coupe-coupe. Il disait qu'il fallait qu'il taille la brousse. J'ai trouvé une pauvre âme, quoi. C'était horrible. C'était quelqu'un en détresse et qui se croyait encore au Vietnam. C'était assez perturbant. Mais il y a eu comme ça des Japonais qui ont vécu dans les îles persuadés que la guerre n'était pas terminée en 1945. Oui, je sais. C'est fou, hein. Oui. Alors, il y a eu quand même des moments heureux, et je crois que l'un des moments les plus heureux est lié à quelqu'un évoqué dans cette chanson. Lulu Gainsbourg, votre fils, qui est quelque chose, je crois que ça a été vraiment le dernier bonheur de Serge Gainsbourg. Ah oui, oui, oui. Ses enfants, c'était vraiment le soleil de sa vie, quoi. Ses deux enfants, Charlotte, Lulu, c'était tout pour lui. Et Lulu, il l'a voulu. Oui, il l'a voulu. Et moi, j'étais plutôt réticente. Et après mon enfance, je me disais, mais on peut peut-être en adopter un. Et il me disait, non, je veux ma chair et mon sang. Et j'ai fini par lui dire oui. Voilà. Et résultat, il est né en janvier 86, le 5 janvier. Et je crois que la chanson qu'on vient d'entendre, elle a été écrite le 22 octobre 86. Oui. D'après mes renseignements. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une image fabuleuse. C'est, je crois, à 2 ans, Lulu monte sur scène pour la première fois. Oui, il était pétrifié au Zénith. Mais Serge lui dit, viens voir papa, viens voir papa. Et on voit qu'il se cache le visage comme ça, parce qu'il y a toute la foule, mais il avance parce qu'il y a son père. Et Serge le prend et il lui dit, dis papa, mais le môme est terrifié, donc il dit rien du tout. Et il se trouve que j'ai le sentiment que Gainsbourg est resté un grand enfant jusqu'à la fin, grâce à Lulu. Oui, oui, oui. Mais il me disait qu'il était un meilleur papa que quand Charlotte était petite. Ils sortaient tout le temps, etc. Alors que là, il faisait beaucoup plus attention et certainement qu'il savait que le temps était compté, quoi. Oui, et Charlotte est revenue vers Serge grâce à vous, Bambou. Oui, parce que quand Jen a quitté Serge, j'ai dit à Serge, c'est pas la faute des enfants, quoi. Et il a dit, un an était passé, et il a dit, je vais prendre Charlotte le week-end, mais tu t'en occuperas. Je dis, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai des super souvenirs avec Charlotte, ma petite sœur. Et la chose, le pire, c'est que Kate, il s'est vengé du départ de Jen sur Kate. Il l'a jamais prise en week-end, etc. Et je lui ai dit, mais c'est pas bien ce que tu fais là. Cette gamine, elle t'adore, t'es son père, c'est toi qui l'as élevée. Donc, que tu privilégies Charlotte à elle, ça va la traumatiser. Ouais. Et il faut savoir, moi je suis convaincu aujourd'hui que sans votre intervention, Charlotte ne s'occuperait pas de la mémoire de Gainsbourg comme elle s'en occupe aujourd'hui. J'en suis pas sûre de ça. En tout cas, elle fait beaucoup de choses pour lui aujourd'hui. Oui. Alors, il se trouve aussi que la première chose que va faire Serge, car il sait que le temps est compté, c'est d'acheter une maison et de faire construire une maison pour Lulu et pour vous. Oui, il n'a pas pris de risque. Il a fait la copie conforme de la rue de Verneuil. Donc, comme ça, il était chez lui dans les 2 endroits. Et au moins, vous étiez protégé. Mais il y a aussi une chose étonnante que vous racontez dans ce livre, c'est la dernière tournée de Gainsbourg. Il était épuisé, mais il montait sur scène tous les soirs. Oui, oui, absolument. Et il s'était fait opérer d'un kyste à la dernière colonne vertébrale en bas. Et il devait faire des pansements. Et moi, quand j'étais là, c'était moi qui le faisais. Mais quand il est parti en tournée, c'est un de ses choristes qui le faisait.
Il n'était pas content parce qu'il devait montrer ses fesses. Et il n'était pas content de montrer ses fesses. En tout cas, les médecins disaient, mais il faut arrêter de boire, et ils n'arrêtaient pas. Ils l'ont dit bien avant. Ils l'ont dit en 1982 qu'il avait plus que 6 mois à vivre s'il n'arrêtait pas de boire et de fumer. Et 2 médecins lui ont dit la même chose. Et on est parti en Afrique et il a découvert le pastis. Mais moi, je suis allée voir un sorcier parce que je me disais, il peut plus monter un étage, ça devient critique. Et du jour au lendemain, moi, j'ai fait ce que le sorcier m'a dit de faire, c'était de mettre un petit coussinet sous son oreiller. Et ce que j'ai fait, et après de le jeter dans de l'eau courante. Et j'ai fait tout ce que le sorcier m'a dit. Et le sorcier était un pygmée. Et donc, et là, du jour au lendemain, Serge s'est mis à galoper et monter les escaliers en courant. Alors, je ne sais pas si c'est le pastis ou si c'est le sorcier. Peut-être un peu des deux aussi. Oui. Et il a continué, d'ailleurs, il s'est enfermé à l'hôtel Raphaël, où je le croisais souvent, et puis dans une auberge à Vézelay, chez Marc Menot. Oui. Pourquoi être parti là-bas? Je sais pas, lui qui détestait la campagne, quand j'ai vu qu'il allait chez les Menot, j'ai pensé, c'est un mauvais présage, quoi. Parce que, et puis qui me ramène dans le Morvan. Mais bon, Vézelay, c'était très beau. Oui, mais le Morvan, c'était quand même des mauvais souvenirs pour mais vous. Oui, et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me fait comme plan? Et il me ramène dans le Morvan. Mais bon, Vézelay, c'est magnifique, quoi. La cathédrale. Absolument. Oui. Mais Marc Menot n'a pas beaucoup survécu à Gainsbourg, puisque l'auberge a fermé quelque temps après. Oui. Alors, il se trouve quand même le bonheur de votre vie aussi, c'est Lulu. Et à 15 ans, il a débuté dans la chanson avec vous. Ne dis rien, surtout. Ne dis rien, suis-moi. Lulu, la relève familiale, puisqu'il a commencé le piano à 5 ans, comme Gainsbourg, Oui. et il fait une carrière de chanteur en ayant fait le conservatoire. Oui, il a fait tout le conservatoire, il a fait Berkeley, qui est une prestigieuse école de musique aux États-Unis, à Boston. Donc, non, il a une super oreille et il a fait des belles mélodies. Oui, le tout, c'est de trouver son style, parce qu'il rend hommage à son père, mais Oui. lui, petit à petit, il trouve son style, et vous êtes fier de lui. Oui, absolument. Alors, il y a quand même une chose, un regret, je crois, de Gainsbourg, et vous le dites dans ce livre, Bambou, c'est qu'il ne voulait pas écrire des chansons. Pour lui, c'était la peinture. Oui, parce que il disait que la variété française, c'était un art mineur et que la peinture, ça nécessitait une réflexion, une pensée, un côté artistique. je trouve pas mon mot. Une initiation. Voilà. On avait besoin d'être initié. Parce que la variété française, on n'avait pas besoin d'être initié. Donc, c'était pour lui les arts majeurs. Et la peinture, la musique classique, tout ça faisait partie des arts majeurs à ses yeux. Et ce qui n'était pas le cas pour lui, pour la variété française, qui était pour lui des arts mineurs. Oui, mais dans ses jeunes années, il a appris le piano classique avec son père. Et alors, on raconte qu'il aurait peint 400 toiles, mais qu'il les aurait brûlées. C'est une légende. Je ne sais pas s'il en a peint 400, mais celles qu'il a peintes, il les a détruites. C'est fou. Et il hein. reste un autoportrait de lui chez la sœur aînée. Et il s'est peint avec le visage. Il avait quoi? Il a fait ça quand il était enfant, adolescent, à 14 ans. Mais il a fait son visage d'adulte. Il a peint son visage d'adulte, quoi. Ce livre, finalement, à la fin, vous avez dû vous dire mission accomplie, Bambou. Oui. C'est-à-dire que ce livre soit sorti et qu'il touche beaucoup de gens, c'est presque un cadeau du ciel, une récompense de tout ce que vous avez vécu. Oui, je suis étonnée encore. Et l'avenir maintenant? L'avenir, c'est
de prendre chaque jour comme un cadeau et de le vivre le mieux possible. Vous le méritez largement, et le cadeau qu'on peut offrir aux gens qu'on aime, c'est votre livre Pas à pas dans la nuit, chez XO Éditions, qui touche beaucoup de monde parce que c'est un livre d'émotions sincères et c'est rare aujourd'hui. Ah, c'est gentil comme tout. Non, c'est sincère. Merci d'avoir écrit, Bambou. Merci à vous. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.